Vous m'entendez? Oui, ça marche. Bon, on m'a dit tout d'abord de vous rappeler que si vous avez des questions, vous avez envie de poser des questions, c'est hashtag printemps de l'économie et ça me sera transmis par la voie des ondes. Voilà, donc nous avons 1 heure, c'est assez court et donc je vais demander à chacun d'entre nous d'être relativement concis et tout ira bien. Alors le sujet de cette session, c'est, je vais compléter le titre qu'on vous a donné, c'est sobriété, et j'ajouterai voulu ou forcé, on ne sait pas. Et ensuite, le problème des politiques industrielles et commerciales face à la fragilité de l'économie mondiale et des chaînes de valeur. Quelle politique on peut prendre pour assurer la sécurité des approvisionnements, notamment en Europe? Voilà. Alors, je dirais tout simplement, vous en êtes rendu compte, que le modèle économique dominant sur lequel nous avons vécu depuis au moins 80 ans est celui de la mondialisation et de la recherche de la compétitivité à tout prix, de la croissance maximale. Ce qui a conduit les pays développés à des délocalisations industrielles massives, à la dépendance extrême dans certains secteurs économiques, à la surconsommation et à l'épuisement des ressources naturelles, tout ça au nom de l'efficience. À la suite de 3 crises majeures, nous devons changer de modèle de production et de consommation. C'est la recherche de la résilience et de la sobriété qui s'impose ou s'imposera, avec à la fois l'objectif de réduire la dépendance de l'Europe dans des secteurs clés et de réduire les consommations superflues. Alors, pour introduire, je dirais de manière un peu générale, j'ai demandé à Vincent Vicard, adjoint au directeur du CEPI, de nous faire part de ses réflexions sur le passage de la recherche de l'efficience à celle de la résilience et de nous dire quelques mots de la politique industrielle préconisée par la Commission européenne, la recherche de l'autonomie stratégique ouverte. Vincent, c'est à toi. Merci Michel. Bonjour à tous. Donc vaste sujet. Donc je vais essayer, pour tenir dans les 10 minutes, de m'attarder seulement sur 3 points qui couvrent absolument pas tout le sujet, mais qui me paraissent importants. Le premier, c'est ce que tu as évoqué, cet arbitrage qui semble être, en tout cas dans les débats actuels, entre résilience et efficacité ou réduction des coûts dans le commerce international, dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le deuxième point, c'est, je vais revenir sur quels sont les instruments qu'ont les États justement pour influer sur ces dimensions-là, et notamment au niveau de l'Union européenne, ça se regroupe dans ce qu'on appelle l'autonomie stratégique ouverte sur laquelle je vais revenir, et qui est en lien direct avec les questions d'environnement et de politique environnementale. Et puis pour finir, je vais juste revenir sur une des politiques qui est l'ajustement carbone à la frontière, qui est envisagé au niveau de l'Union européenne et qui va montrer un petit peu, peut-être un changement de paradigme, mais en tout cas la place du commerce par rapport à d'autres objectifs, et notamment des objectifs environnementaux qui semblent changer, en tout cas au niveau de l'Union européenne. Donc pour commencer sur cette question de voilà, la recherche de résilience dans les chaînes d'approvisionnement. Donc c'est un débat qui est apparu notamment au lendemain de la crise sanitaire, avec les manques qu'on a connus sur les masques, sur les équipements de protection, etc. Avec l'idée que ces chaînes d'approvisionnement mondiales, le fait qu'on ait délocalisé une partie de la production et puis que cette production, elle se passe dans plusieurs pays avant d'arriver vers le lieu de consommation, elles auraient pas montré de résilience. En tout cas, elles auraient créé des fragilités et qui auraient conduit à des manques, des pénuries pour certains produits qui étaient critiques au moment de la crise sanitaire. Et donc on en reparle aujourd'hui avec la crise ukrainienne, un certain nombre de produits qui sont produits, pour le coup, un certain nombre de biens produits en Ukraine ou en Russie qui pourraient manquer pour certaines productions. Alors, juste pour remettre ça dans son contexte, ce qu'il faut voir, c'est ces chaînes d'approvisionnement mondiales et le commerce mondial en général. Ce qui marque quand on regarde à rebours, c'est plutôt sa résilience. Hein, jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est une succession de crises. Donc, on a eu une guerre commerciale entre les États-Unis et
et la Chine. Ensuite, on a eu la crise sanitaire, la crise en Ukraine, on avait même le Brexit avant. Et pourtant, le commerce mondial continue à augmenter et continue à augmenter au même rythme que le PIB. Donc juste, je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais pour vous donner une idée, on a retrouvé le niveau, on a eu une grosse baisse du commerce mondial en 2020 avec la crise sanitaire et les fermetures de frontières et les confinements qu'on a connus dans différents pays. Mais on a retrouvé le niveau de commerce qu'on connaissait en 2019 dès 2021, dès début 2021. Et aujourd'hui, à la fin de l'année, a priori, on devrait avoir un commerce qui est 20% plus élevé que ce qu'on connaissait en 2015. Donc ça pose la question pour les entreprises. Ben, il semble y avoir un coût à cette résilience, cette recherche de résilience, de réduction de ces chaînes de valeur. Et donc ça pose la question de quelles sont les politiques finalement qui vont être importantes pour mettre en place éventuellement cette question de la résilience. Et là, on peut aller voir plutôt du côté des États. Du côté des entreprises, c'est des arbitrages qui sont faits depuis très longtemps. Il y a des directions logistiques qui ont pour objectif justement d'arbitrer entre le risque de rupture d'approvisionnement et le fait de pouvoir produire moins cher. Donc, on n'a pas observé aujourd'hui de changement radical, global au niveau mondial dans ces chaînes d'approvisionnement. Mais ce qu'on peut voir, c'est sur certains produits spécifiques. Et là, ça nous amène à quels sont ces produits spécifiques et quelles sont les politiques des gouvernements qui peuvent être importantes pour ces produits spécifiques. Parce que quand on parle de masques, quand on parle d'approvisionnement énergétique, quand on parle d'un certain nombre de produits comme ça, c'est du point de vue des gouvernements qui sont critiques, qui sont particulièrement importants, pas forcément du point de vue des entreprises. Et si on prend du point de vue des entreprises, par exemple les manques qu'on a pu connaître sur les semi-conducteurs, c'est un manque au niveau mondial. Ce n'est pas les chaînes d'approvisionnement, ce n'est pas le fait que ce soit produit majoritairement en Asie qui était le problème, c'est le fait qu'on ait une demande qui soit supérieure à l'offre et que l'offre mette du temps à s'adapter. Donc, pour qu'il y ait des changements dans le comportement des entreprises, a priori, il faut qu'il y ait des changements dans les politiques des États. Et c'est pour ça que je veux en venir aux politiques d'autonomie stratégique ouvertes au niveau de la Commission européenne. C'est tout un ensemble de politiques, derrière ce jargon un petit peu bruxellois, c'est tout un ensemble de politiques qui visent à réduire les dépendances de l'Union européenne et à renforcer le marché unique, à renforcer l'autonomie de l'économie européenne. Donc c'est des politiques d'abord à visée économie. L'objectif, c'est de s'adapter à un monde qui a changé. On voit bien que du point de vue des États-Unis, du point de vue de la Chine, avec aujourd'hui la guerre en Ukraine, il y a une instrumentalisation des liens économiques dans un certain nombre de cas. Et donc, c'est pour l'Union européenne d'adapter sa politique à ce nouveau monde et cette instrumentalisation possible des liens économiques. Donc, ça veut dire quoi? Il y a de la politique commerciale derrière, il y a les investissements directs étrangers. Est-ce qu'une entreprise étrangère peut racheter une entreprise nationale? Il y a de la politique industrielle, il y a ce qu'on a appelé l'instrument anti-coercition. Donc voilà, il y a un certain nombre de dimensions qui sont derrière. Mais toutes ces politiques-là, au niveau européen, elles se placent dans le cadre de deux transitions qui ont été identifiées au niveau européen. C'est la transition numérique et la transition écologique. Et c'est pour ça que c'est fondamental et qu'il y a un lien direct avec la transition écologique dans trois dimensions. Donc la première dimension, c'est sur les technologies. Il faut des technologies, il faut développer des technologies, les appliquer sur le sol européen pour pouvoir faire cette transition. Et ça pose la question du soutien aux entreprises par rapport aux entreprises européennes, par rapport aux entreprises étrangères. Et notamment, on a des plans qui sont dans l'hydrogène, ce qu'on appelle des PIEC, qui sont dans l'hydrogène, dans un certain nombre de technologies vertes, les batteries ou les véhicules électriques, etc. Donc ça pose cette question-là. Donc ça, c'est le premier versant qui est sur développer une technologie pour pouvoir offrir, que l'industrie puisse offrir les technologies pour que notre économie puisse aller dans la direction de cette transition écologique. La deuxième dimension, c'est la dépendance. Ces dépendances, on les a bien vues, elles sont très importantes sur certains produits énergétiques aujourd'hui, par exemple le pétrole. Eh bien, ces dépendances, elles vont changer avec la transition écologique. D'accord ? Les énergies non renouvelables, elles ne nécessitent pas de pétrole, elles ne nécessitent pas de gaz, mais elles nécessitent des métaux. Et ces métaux, ils sont pour une bonne part, ces métaux rares, ils sont pour une bonne part produits à l'étranger. Donc on va avoir aussi une transition dans les dépendances qu'on connaît. Et donc il y a une question de gérer ces dépendances, qui est en lien aussi avec les politiques de recyclage, avec le développement d'écosystèmes, etc., qui permettent de limiter ces dépendances aussi. Donc ça, c'est aussi une des dimensions qui est importante en termes
en termes de politique européenne. Et juste pour ne pas faire très long, il y a une dernière dimension qui est la dimension de compétitivité. Et c'est là-dessus où je vais prendre mon exemple de l'ajustement carbone aux frontières. Quand on met en place des politiques environnementales, des réglementations environnementales sur le sol européen, ça a un impact sur le coût de production des entreprises. Et donc ça a un impact sur la localisation de ces entreprises, parce que dans un monde ouvert, eh bien, les entreprises, elles peuvent produire à un endroit et vendre à un autre endroit. C'est vraiment la base du commerce international. On peut dissocier le lieu de production et le lieu de consommation. Et donc si on met des réglementations environnementales en Europe qui affectent le coût de production, eh bien, on peut avoir des fuites carbone, notamment si c'est des réglementations sur le prix du carbone, et donc voir les entreprises partir à l'étranger. Et donc, ça met deux objectifs, un objectif de lutte contre la pollution et un objectif de maintenir un système commercial ouvert en concurrence. Et donc, il y a toute une question sur comment on peut mettre en cohérence ces deux objectifs. Et du point de vue de la Commission européenne, ça a longtemps été l'objectif de maintenir un monde ouvert, ça a longtemps été un objectif prioritaire. Aujourd'hui, ce qu'on voit, que ce soit avec l'autonomie stratégique et le fait de pouvoir choisir certains produits qu'on va produire sur notre sol, mais aussi pour les questions environnementales avec les questions de compétitivité, eh bien, on revient peut-être sur la hiérarchie de ces objectifs. Et notamment, on peut utiliser l'instrument commercial, on peut mettre des barrières au commerce avec l'ajustement carbone aux frontières qui va demander à certains producteurs étrangers qui veulent vendre sur le sol européen d'acheter des quotas carbone, donc de payer comme les producteurs européens. Eh bien, on va se servir de l'instrument commercial pour protéger ces entreprises et pour inciter les autres pays à se conformer à l'accord de Paris. Donc il y a une sorte de basculement dans la hiérarchie. On va utiliser l'instrument commercial de plus en plus. Alors il faut voir comment ça va évoluer, bien sûr, et ce n'est pas complètement nouveau. On le faisait déjà dans le secteur de la défense, on le faisait déjà dans un certain nombre d'autres secteurs. Et ça peut être cohérent avec l'ordre international tel qu'il existe, et notamment l'ordre multilatéral, l'Organisation mondiale du commerce. Mais en tout cas, c'est un changement de paradigme qui me paraît important et qui me paraît important dans le lien entre politique environnementale et ouverture, chaîne d'approvisionnement et ces questions de manière plus générale d'autonomie de l'Union européenne. Merci Vincent. Finalement, c'est un discours assez optimiste ou alors on est inconscient. C'est-à-dire que tu as commencé par nous dire finalement le commerce international, il se porte bien. Hein, malgré tout, les événements qui se sont passés depuis un certain nombre d'années, ça continue de s'accroître et c'est business as usual. Alors, peut-être que dans ce que tu nous as présenté, il faut croire que les difficultés sont à venir plutôt que celles que nous avons connues. Je veux dire par là, ces politiques qu'on doit mettre en œuvre risquent quand même d'avoir un effet sur la dynamique du commerce international, par exemple. Tout à fait, bien sûr. Si les pays commencent à mettre en place effectivement des politiques, et on le voit qui commencent à se développer aux États-Unis, des politiques industrielles qui favorisent les producteurs locaux, notamment pour les batteries par exemple, ou pour les semi-conducteurs. Donc on voit ce type de politique se mettre en place, mais il y a quand même une force de rappel, il ne faut pas l'oublier, cette force de rappel des entreprises, et de manière générale, voilà, est-ce qu'il y aura un mouvement général de repli sur le territoire national ? Ces politiques économiques, elles sont spécifiques à certains secteurs. Et donc vraiment, ces secteurs qu'on a stratégiques pour la transition écologique, mais pour aussi d'autres dimensions en termes d'autonomie, de défense, etc. Et donc, il y aura sûrement des politiques économiques qui seront mises en place et qui auront un effet concret sur les entreprises et sur le commerce international dans des secteurs spécifiques. Mais de manière générale, il y a quand même cette force de rappel des entreprises qui ont développé ces chaînes de production mondiale pour des raisons de coût et aussi pour des raisons d'organisation, et c'est difficile de revenir dessus. Merci Vincent. Voilà, maintenant nous allons peut-être voir les choses de manière un peu plus concrète et aborder des questions qui se posent dans trois industries. L'industrie de la haute couture et de la mode, et peut-être on élargira un peu au textile. Il y a aussi l'industrie pharmaceutique qui a été l'objet de pas mal d'inquiétudes ces dernières années. Et puis enfin, il y a bien entendu les questions énergétiques qui seront abordées. Alors tout d'abord, Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la haute couture et de la mode, nous parlera de cette industrie
qui, j'ai été assez frappé, à l'occasion de la Fashion Week, a fait l'objet de nombreuses critiques, pour ne pas dire plus, de gens qui disaient que vraiment c'était un secteur qui encourageait la surconsommation et qui était à l'opposé de ce que l'on devrait rechercher, c'est-à-dire de la sobriété. Pascal, dis-nous. Oui, d'abord, quelques mots sur la fédération que je dirige, qui ne représente pas tout le textile et la mode, mais je vais parler plus globalement ensuite, bien sûr, mais qui représente toutes les marques de luxe et les marques de création, qu'elles soient grandes, toutes les plus grandes que vous connaissez, ou les plus petites. Soit c'est des marques qui sont dans lesquelles il y aura strictement un créateur au sens créateur de mode, mais à partir de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, ce sont des marques qui sont dirigées conjointement par un binôme, avec un président ou un CEO, un manager et un créateur et designer. Et nous avons à peu près 110 marques, nous sommes une fédération sélective et dont à peu près 50% de marques françaises. Voilà. Donc on a tous les attributs d'une organisation professionnelle. Puis après, je suis correctement situé pour répondre à ce que tu viens de évoquer, ce que tu viens de dire en tant que de besoin, puisque nous avons une deuxième activité qui est d'organiser la Fashion Week. C'est une organisation événementielle et c'est nous qui organisons la Fashion Week et la semaine de l'haute couture. Mais je vais citer les choses d'un point de vue plus global, puisqu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur tous les secteurs, quels que soient sur la mode au sens large, mais même, on peut inclure les accessoires, mais même en considérant le textile et l'habillement, l'idée que ce serait ou c'est la deuxième industrie la plus polluante, ou la troisième, ou les cinquièmes, donc il y a des batailles de ranking. Enfin, de toute façon, il y a un impératif on va dire de sobriété et de mutation profonde du modèle. Ça, c'est absolument incontestable. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais rentrer peut-être tout de suite directement sur un commentaire relatif à l'articulation de la politique commerciale, de la politique environnementale et de la politique industrielle. Et de la politique du développement durable. Mais abordons la question de la politique environnementale. Je vais vous expliquer, qui engage aussi tous les enjeux industriels. Je vais vous expliquer les contradictions potentielles, les difficultés techniques qui se posent et qui doivent être résolues. Je ne dis pas ça en aucun cas dans une représentation implicite de procrastination. Je veux dire exactement comment ça se passe et où sont les débats. Sachant qu'un dernier mot peut-être en regard de l'introduction et de ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, il y a eu cette mutation des chaînes de valeur, et Baldwin, il y a à peu près une vingtaine d'années, avait bien montré que c'est avec le textile et l'habillement que ça avait commencé dans les années 80, et qu'ensuite ça s'est généralisé dans d'autres industries. Et cette chaîne de valeur mondiale, elle est toujours en cours. Alors les marques de création et de luxe exportent à 90%, genre nos membres, ils exportent à 90%, mais on voit également le développement, je vais revenir brièvement, mais le développement de la production mondiale, le développement des flux de marchandises, avec depuis quelques années, alors ça ne concerne pas du tout les marques de luxe et de création, depuis quelques années, une montée forte en régime aux côtés de la Chine, qui s'est baissé un peu, relativement en tout cas, mais du Bangladesh, du Vietnam. Donc on a un tissu textile, habillement extrêmement, et c'est pareil pour la chaussure aussi, donc d'autres biens, extrêmement internationalisés. Et un dernier mot avant de rentrer dans les aspects politiques environnementaux, je pense qu'il y a un point qui est très important par rapport à l'Europe et la politique industrielle, et l'Europe qui est de voir que les industries de la mode créative, et pas uniquement celles qui défilent, ce sont les industries à caractère culturel. Parce que quand vous avez des créateurs ou des directeurs artistiques ou des créateurs de mode ou des jeunes entrepreneurs qui veulent introduire une dimension, qui sont extrêmement engagés dans le développement durable et qui veulent introduire cette dimension créative, cette dimension esthétique, c'est une industrie culturelle. Et dire que c'est une industrie culturelle, dans le cadre européen, c'est lié au fait que la création et la production se perdent pour ce type, pour ces catégories de produits d'entreprise en Europe. C'est extrêmement important. Les innovations, il y a des innovations à caractère technologique, mais des articulations entre les innovations technologiques et les innovations créatives extrêmement intéressantes. Et je dirais que le pays le plus pertinent en matière textile, ou de textile de mode, de création, je parle du textile, des tissus, c'est l'Italie. 80% des tissus, des marques de création et de luxe françaises proviennent de l'Italie. Il y en a aussi en France, il y a des créateurs formidables, des tisseurs formidables. Donc voilà, il y a ce type de contexte. Si on parle de confection ou de maille, c'est différent. Si on parle du flou, on parlera pas mal de la France, de maille du Portugal, etc. C'est très européen. Voilà. Bon. Maintenant, quel est, à mon sens, quels sont les enjeux? Quelle est la difficulté d'un point de vue économique en tant que tel, ou d'analyse économique?
c'est qu'à partir du moment où on rentre dans une logique environnementale, eh bien, on passe, enfin, la règle, c'est de passer par les analyses de cycle de vie. On passe par les analyses de cycle de vie, LCA, analyse de cycle de vie, etc. Et c'est vrai aujourd'hui, par exemple, pour les expérimentations françaises ou européennes. Donc, quand on passe par les analyses de cycle de vie, on raisonne en termes d'analyse par produit. Les discussions dans lesquelles nous sommes, on est membre votant dans le secrétariat technique et statut de ces sujets au niveau européen pour établir les futures allégations, les futures régulations, etc. C'est des débats qui portent sur les ACV et sur la manière de constituer les ACV. Et je dirais juste 2 points. Le premier, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, peut-être pour ceux pour lesquels ce n'est pas familier, c'est l'idée d'appréhender la performance environnementale et potentiellement la performance environnementale et sociale par produit. Donc, pour que ça marche, il faut, que les critères soient pertinents, et 2, qu'il y ait une articulation avec les volumes globaux. Or, par définition, quand on raisonne en termes d'analyse de cycle de vie, on ne considère pas les volumes. Et il y a, dans le textile et l'habillement aujourd'hui, dans les autres industries liées à la mode, il y a un énorme problème de volume. Le marché, c'est ça qui est frappant, c'est-à-dire qu'on parle d'un côté, vous l'avez dit, on parle d'un côté des enjeux de sobriété, des enjeux environnementaux, et quand on regarde l'évolution du marché mondial, alors même s'il y a des augmentations de niveau de vie qui peuvent l'expliquer, mais on voit que les estimations donnent lieu, sont de l'ordre pour le marché de l'habillement à 1,5 trillion minimum, parce qu'il y en a d'autres qui sont supérieurs, par an, et 350 milliards pour la chaussure. Milliards de dollars. Et si on considère qu'en France, le prix moyen, c'est pas vrai pour les produits de luxe ou de création, mais le prix moyen d'un produit, d'un vêtement en France, c'est entre 15 euros, entre 15 et 20, on va dire. Donc si on raisonne sur des prix à 10-15 euros, vous voyez que par an sont produits au bas mot, 200 milliards de vêtements. Et quand on regarde les prévisions en termes de fibres, de polyester, il y a une augmentation encore plus rapide, moins rapide pour le coton et pour la laine, mais on est globalement pour le polyester, c'est une augmentation de 5-6%. Et vous avez aujourd'hui des gros acteurs, parce que vous avez les marques que vous connaissez tous, hein, toute la fast fashion, comme on dit, qui est aussi, il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit. Donc vous avez toutes ces marques-là, puis vous avez aujourd'hui des acteurs dans l'ultra-discount, des gens comme Boohoo, des gens comme Primark, des gens comme Shein. Shein, c'est passé, S-H-U-N, vous devez connaître, Shein s'est passé en un an de 10 milliards à 15 milliards de dollars, et avec un prix moyen de 5 euros, on va dire on est sur 3 milliards. Je vois que tu regardes ta montre, donc je vais accélérer vraiment là, mais pour dire que c'est un vrai sujet et que ce sujet n'est pas pris en compte. Alors pour autant, il y a des marques qui font des politiques de réduction de volume, parce que l'enjeu c'est de faire des réductions de volume. Mais, mais disons qu'il y a aussi aujourd'hui la tendance, il y a une forme de tendance inverse et qui n'est pas traitée par les méthodologies. Et quant à la politique commerciale, tout ceci, ça a été plutôt accentué, parce que je raconte, par la pandémie, parce qu'il y a beaucoup plus évidemment d'utilisation de l'e-commerce, etc. Et vous avez dans certains cas, donc ceux que j'ai cités, des marchandises qui arrivent en petits colis, et avec des problématiques de droits de douane, etc. Dernier point, juste pour vous dire le type de questions, nous on est très impliqués dans tout ça, les bases de données, les bases d'impact. Il y a un vrai sujet sur les bases d'impact. Je prends un exemple. Il y a une idée assez répandue que le coton organique consomme 9 fois moins d'eau que le coton habituel. Mais c'est des choses qui se discutent. Et pour ça, il y a le besoin encore d'intensifier les approches scientifiques et technologiques sur ça. Je prends un autre exemple, le polyester. Dans les bases d'impact aujourd'hui, telles qu'elles figurent en France et en Europe, au niveau européen, le polyester fait des dégâts reconnus s'agissant des microfibres textiles qui vont dans les océans. Mais le polyester est supposé avoir un impact carbone beaucoup plus faible que la laine ou que le coton. La laine, c'est 1,6% du marché mondial des fibres. Et donc, va être, on va dire, soutenu. Alors,
on voit très bien quels sont les types de marques qui ont intérêt à promouvoir ou à déculpabiliser la consommation de polyester. Or, il y a des problèmes par rapport à ça. Donc, je dirais que dans tout ça, le lien micro-macro et la détermination de bases de données rationalisées et scientifiques, c'est un enjeu déterminant. J'aurais volontiers parlé de la Fashion Week, mais je n'ai pas le temps, donc je pose mon micro, mais je suis à disposition pour en parler autant que vous voulez. Merci Pascal. On y reviendra tout à l'heure, je pense. Mais comme l'heure avance, je vais tout de suite donner la parole à Aude, qui est maîtresse de conférence à l'Université Dauphine et qui a beaucoup travaillé avec ses collègues sur l'industrie pharmaceutique européenne. Elle nous a montré la position solide de l'Europe en matière d'échanges internationaux de produits, de l'aval de la filière, et puis la montée en puissance de la Chine et de l'Inde sur l'amont. Et donc, tu vas nous faire un portrait de cette industrie et de ses problèmes de sécurité de la santé. Merci Michel, bonjour à tous. Alors, je vais en effet vous dire quelques mots sur la place de l'industrie européenne dans le commerce mondial de produits pharmaceutiques. La santé illustre bien les questions stratégiques que pose l'existence de fortes interdépendances entre les pays. La sécurité des approvisionnements est dans ce domaine crucial. Donc là, on va s'intéresser à un bien très particulier, comme Vincent a souligné. Certains biens sont très particuliers, et là, c'est la santé. Donc, les entreprises multinationales et les réseaux internationaux de production y jouent un rôle majeur, si bien qu'aujourd'hui, aucun pays n'est autonome pour répondre aux besoins de son système de soins. Lors de la crise sanitaire, vous l'avez tous constaté, il y a eu en effet des tensions d'approvisionnement et même des ruptures de stock pour certains médicaments. Mais l'apparition de pénuries pharmaceutiques n'est pas un phénomène nouveau en Europe. Elles se sont multipliées depuis les années 2000. Selon une évaluation du Parlement européen, elles ont été multipliées par 20 de 2000 à 2018 et elles ont particulièrement augmenté dans la décennie 2010. Alors, l'essor du commerce international de produits pharmaceutiques est très important en effet. Alors, je ne sais pas si j'ai préparé quelques illustrations graphiques pour peut-être vous aider à suivre plus agréablement mon propos. Donc, l'essor du commerce international de produits pharmaceutiques, il est particulièrement marqué, notamment dans la décennie 2010, parce que ce dynamisme, il traduit le transfert d'une partie de la production en Asie, plus spécifiquement en effet en Chine et en Inde, et le développement de chaînes de valeur internationales qui sont source de vulnérabilité potentielle. Donc les problèmes d'approvisionnement pour les médicaments ne sont pas un phénomène nouveau. Ils ont été accentués récemment avec la crise sanitaire pour les produits dits Covid. La crise énergétique va également avoir un impact sur l'industrie pharmaceutique et cet impact sera d'autant plus important que l'on s'intéressera à des médicaments vendus à des prix négociés à des niveaux faibles, comme certains médicaments génériques. Donc, la fragilité des approvisionnements a été mise en évidence par ces deux chocs, mais il faut répondre à ces questions de sécurité sanitaire depuis maintenant plus longtemps que l'arrivée du Covid parmi nous. Donc, pourquoi parler spécifiquement de la place de l'Europe dans l'industrie pharmaceutique ? L'Europe demeure, et de loin, le leader sur ce marché. Elle représente 75% des exportations mondiales de produits pharmaceutiques tout au long des 2 décennies. Donc, elle est apparue un peu comme un géant au pied d'argile pendant la pandémie, parce que ça peut sembler paradoxal qu'une telle puissance commerciale soit face à présent à des difficultés croissantes d'approvisionnement pour certains médicaments. Donc, nous allons essayer de mieux comprendre cette apparente contradiction, mais avant, je vais vous dire quelques mots sur le géant. Donc, si on divise le monde, non, alors je ne vous ai pas fait, pardon. Donc, si on divise le monde en 4 grandes régions et qu'on regarde une carte des échanges intra- et interrégionaux, la place centrale de l'Europe apparaît immédiatement. 43%
des échanges s'effectuent au sein d'une grande région Europe-CEI. L'Europe se taille 41% pour la seule Europe. La CEI, c'est très, très minime. Donc, dans le cadre des exportations interrégionales, l'Europe va aussi se tailler la part du lion, d'abord à destination de l'Amérique au sens large, avec 20% des exportations mondiales, mais aussi de l'Asie-Océanie, avec à peu près 10% des exportations mondiales. Donc, c'est seulement un quart des exportations mondiales qui viennent d'autres continents que le continent européen. Mais il y a progressivement un nouvel acteur qui est l'Asie-Océanie et plus spécifiquement l'Inde et la Chine qui représentent aujourd'hui, alors toutes mes données c'est pour 2019 avant la crise sanitaire pour avoir une vision plus structurelle, mais l'Asie-Océanie devient donc à présent une région très importante. Donc pour mieux comprendre notre géant au pied d'argile, cette contradiction apparente entre superpuissance commerciale et vulnérabilité des approvisionnements, nous allons à présent distinguer l'amont de l'aval le long de la chaîne de production. Plus précisément, nous allons considérer séparément une branche située en amont qui est celle des produits pharmaceutiques de base et la branche des préparations pharmaceutiques plus en aval. Donc, les produits pharmaceutiques de base, ce sont exclusivement des produits intermédiaires, des biens qui entrent dans le processus de production, comme les principes actifs, c'est-à-dire les substances qui donnent un pouvoir thérapeutique aux médicaments. La branche des préparations pharmaceutiques, c'est pour l'essentiel des biens finis, des biens de consommation, et cela regroupe les médicaments, les vaccins et d'autres préparations pharmaceutiques. C'est cette seconde branche qui représente l'essentiel du commerce mondial de produits pharmaceutiques, 84% en 2019. C'est aussi là que le commerce est le plus dynamique. Mais à l'amont, une géographie des exportations nouvelle est récemment apparue avec une percée remarquable de l'Asie émergente. Et nous allons le voir dans quelques instants, plus précisément de la Chine et de l'Inde. L'Asie émergente a vu ses parts de marché passer de moins de 10% en 2000 à plus de 20% en 2019 et principalement vers les marchés européens. Et ce changement, il a lieu principalement dans la première décennie 2000. Donc, quelques mots très rapidement sur la Chine. Donc, il y a eu un transfert d'activité, principalement à l'amont, vers l'Asie. Et ce déplacement, il s'est d'abord opéré vers la Chine, qui a vu ses parts tripler de 2000 à 2019, passant de moins de 5% à 17%. L'Inde a une place plus modérée, mais elle a une croissance régulière de ses exportations. L'Inde, elle est par contre davantage positionnée dans les préparations pharmaceutiques, c'est-à-dire à l'aval, notamment grâce à une spécialisation dans certains médicaments génériques et dans certains vaccins. Donc cet essor de la fabrication des produits pharmaceutiques en Asie, il est allé de pair avec une augmentation au niveau mondial de la concentration des produits fournisseurs. Or, une moindre diversité géographique des approvisionnements peut être source de vulnérabilité. Donc, à l'amont, dans les produits pharmaceutiques de base, la concentration a beaucoup augmenté dans la décennie 2000 surtout. Et aujourd'hui, la branche des produits pharmaceutiques de base est l'une des plus concentrées de toutes les branches manufacturières, alors que la concentration est assez faible à l'aval dans les préparations pharmaceutiques. Si on adopte une perspective strictement européenne, je dirais, et qu'on s'intéresse à l'origine des produits en Europe, eh bien, à nouveau, à l'amont, le nombre de produits pour lesquels les fournisseurs non européens sont majoritaires a fortement augmenté, passant de 17% à plus du tiers des produits. Donc, on le voit, des évolutions se sont produites dans l'industrie pharmaceutique et ces évolutions, elles sont liées aux décisions, aux stratégies industrielles des grands groupes du secteur. Que s'est-il passé ? Les entreprises multinationales, elles sont soumises à de fortes pressions sur les prix. Elles sont soumises à des exigences contraignantes en matière d'environnement. Elles sont également engagées dans une course à l'innovation.
Et par conséquent, elles ont décidé de laisser, je dirais, à l'Asie les activités les plus basiques et à plus faible valeur ajoutée et de recentrer en Europe les activités sur des produits finis qui nécessitent un savoir-faire spécifique et qui sont plus à l'aval. Alors cette stratégie des producteurs européens, elle s'est révélée financièrement très rentable. Pourquoi? Parce que les prix ont davantage augmenté à l'aval qu'à l'amont, et ce, surtout dans la première décennie des années 2000. Ainsi, vous allez avoir d'un côté un développement des chaînes de valeur internationales et un déplacement de la production des produits de base en Asie qui permettent de comprimer, de réduire la hausse des coûts. Et de l'autre côté, l'Europe, en se positionnant sur l'aval, va pleinement bénéficier de cette plus forte dynamique des prix. Alors bien sûr, juste un dernier mot, l'Europe n'est pas absente des produits de base. Elle représente quand même encore à peu près 60% des exportations mondiales. Mais là, elle s'est spécialisée sur le haut de gamme, c'est-à-dire les gammes les plus chères. Donc le point fort de la spécialisation européenne dans les produits de base, eh bien, ce sont les spécialités les plus chères. Et cette spécialisation s'est accentuée. Donc pour conclure, juste quelques mots, on voit donc que l'industrie pharmaceutique européenne est restée performante, mais cette stratégie industrielle qui privilégie la maîtrise des coûts et la rentabilité financière a fragilisé les chaînes d'approvisionnement. La pandémie a laissé apparaître donc ce géant au pied d'argile, mais en fait, elle a juste révélé des fragilités structurelles qui se sont mises en place avant le choc sanitaire. Dernier élément, si on veut véritablement comprendre les problèmes d'approvisionnement de nos systèmes de soins, il ne faut pas simplement s'intéresser aux produits pharmaceutiques, mais à l'ensemble des produits de santé et aussi prendre en considération les équipements de technologie médicale et le petit matériel de santé, vous le savez tous avec vos masques. Et c'est seulement ainsi que l'on pourra mieux répondre à ces questions de sécurité sanitaire pour nos systèmes de soins. Je vous remercie. Si, Aude, tu as tenu parfaitement le temps qui t'était alloué. Une petite question. Ce que tu as dit me rappelle une lettre du CEPI sur les métaux rares et la place qu'un pays comme la Chine et que la Russie ont sur des produits de base qui sont essentiels pour l'économie numérique. Alors, le problème des produits naturels comme ça, c'est qu'ils ne sont que dans les mines, ils sont localisés, je dirais à localisation fixe. Par contre, dans l'amont pharmaceutique, si jamais il y avait des tensions avec la Chine, par exemple, est-ce que l'industrie pharmaceutique européenne serait-elle capable de combler un défaut chinois ou indien? L'Europe, elle fait déjà face à des défauts puisque les pénuries pharmaceutiques, elles sont pas seulement, bien sûr, mais elles sont aussi dues à des problèmes d'approvisionnement en matières premières. Et l'Europe, enfin avec cette image d'un géant au pied d'argile, l'idée était de dire qu'elle a quand même un savoir-faire industriel aussi bien sur l'amont que l'aval. Et par conséquent, après c'est un choix de politique économique, il faut accepter d'assumer les coûts de défendre un bien public qui est celui de la santé. Mais on peut aussi se poser la question du type de spécialisation, c'est-à-dire qu'il y a relocalisation et relocalisation. On peut éventuellement imaginer que c'est préférable de localiser des pans de la production qui sont plus technologiques, comme les biomédicaments ici, en Europe, que peut-être faire revenir, plutôt que diversifier les sources d'approvisionnement, que de faire revenir certaines productions qui sont moins intéressantes du point de vue de la compétitivité industrielle de notre continent. Très bien, merci. Maintenant, je me tourne vers Cyril Poirier-Coutancet, directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la Marine, et qui est un spécialiste des questions énergétiques et qui va donc nous parler des problèmes d'approvisionnement énergétique, de sobriété énergétique, etc. Vaste sujet. Une petite parenthèse peut-être pour commencer sur cette histoire des métaux rares, parce que c'est vrai qu'on en entend pas mal parler. Là, on vit un changement quand même à ce niveau-là, puisque
Les États-Unis, par exemple, ont décidé de réexploiter des terres rares, ont décidé de raffiner aussi chez eux. Et c'est symptomatique, en fait, d'un monde qui change, qui se transforme, et un nouveau monde dans lequel il y a une véritable coupure avec celui de la mondialisation, puisque c'est un monde dans lequel le politique prime l'économique. On le voit dans tous les pays, on le voit en Chine évidemment, où une politique zéro Covid qui se prolonge n'est pas une politique qui économiquement est cohérente, mais c'est le politique qui décide. On le voit en Turquie. En Turquie, vous avez une hyperinflation en ce moment, c'est le politique qui décide. On le voit aussi en Union européenne, où l'Union européenne, dans sa politique de décarbonation, on le voit sur les véhicules électriques, c'est une décision politique qui prime l'économie. Et ça, on rentre dans ce nouveau monde, et c'est pour ça aussi qu'on a des questions qui se posent en termes d'autonomie stratégique et donc d'autonomie énergétique. Et sur l'énergie, alors ça me laissait rêveur justement le thème de la session là, du printemps de l'économie qui est autour de la sobriété, puisque en fait, si en Europe on veut relocaliser ou redévelopper ou réindustrialiser, on va avoir besoin de beaucoup plus d'énergie qu'on en a besoin aujourd'hui. On ne sera pas du tout dans la sobriété. Alors ce ne sera pas le même type d'énergie, mais en tout cas, on aura besoin de produire beaucoup plus d'énergie. Et après, le choix, c'est quelle énergie, et puis dans un monde, effectivement, où on fait en sorte de réduire ses dépendances. Alors il faut sans doute partir de la crise du gaz aujourd'hui, la crise du gaz qui est intéressante, puisqu'en fait, les prix du gaz ont commencé à augmenter bien avant la guerre en Ukraine. Et cette flambée des cours du gaz est le premier signal de l'impact du réchauffement climatique sur les énergies renouvelables. Puisqu'en fait, le gaz a commencé à flamber quand la Chine en a acheté les gros volumes, puisque ces barrages hydroélectriques, sous l'effet de la sécheresse qui sévissait dans le sud du pays, ont commencé à produire beaucoup moins d'électricité. Donc, on a acheté des gros volumes de gaz. Idem dans le nord de l'Europe, en Manche-Mer du Nord, où le régime de vent commence à changer sous l'impact du réchauffement climatique. Et donc, les éoliennes en mer produisent beaucoup moins qu'anticipé. Et donc, Allemagne, Angleterre commencent à acheter des gros volumes de gaz. Et puis vient là-dessus la guerre en Ukraine. Et donc là, les cours augmentent encore plus. Et donc, cette question du gaz, elle est... Alors, là, pour l'instant, l'Union européenne, dans l'urgence, est contrainte de se passer de gazoduc, donc achète du GNL, qui est du gaz qui vient par méthanier, par bateau, avec un avantage, c'est qu'on peut s'approvisionner auprès de pays dans le monde entier, ceux qui sont producteurs, donc le Qatar, dans l'absolu l'Australie, les États-Unis, etc. Mais avec une autre fragilité, qui est que ces méthaniers et ce marché est extrêmement volatile et que vous pouvez avoir acheté une certaine quantité de gaz qui va arriver par bateau, et puis au large du Havre, vous allez voir ces bateaux qui vont repartir parce qu'il y aura un meilleur prix ailleurs. Donc on se met dans une certaine fragilité aussi à ce niveau-là. Et pour se recréer, donc le gaz est intéressant parce qu'on voit que cette flambée des coûts, elle est due à l'impact du réchauffement climatique sur les énergies renouvelables, et surtout, au niveau européen, là où certains pays ont des grosses difficultés, c'est parce qu'ils ont fait le choix du 100% renouvelable, et le 100% renouvelable, ça implique d'avoir du gaz. Ça implique d'avoir du gaz parce qu'en fait, le fonctionnement des énergies renouvelables fait que vous ne pouvez pas produire automatiquement quand vous le voulez pour satisfaire la demande de pointe. Il n'y a que les centrales à gaz qui sont capables de faire ça et donc de compenser la demande de pointe. Ce qui m'amène aux deux piliers en fait de la transition énergétique et d'une autonomie européenne dans le domaine énergétique. On le voit dans le dernier rapport de RTE sur le réseau électrique français. On aura besoin de beaucoup plus d'électricité. Et ce beaucoup plus d'électricité, c'est vrai aussi dans le monde entier, il sera fourni par deux piliers. Les renouvelables, c'est absolument indispensable. Et il nous faudra du nucléaire aussi. Ce qui va créer d'autres dépendances. Évidemment,
l'uranium. Ça, on a déjà une dépendance au niveau français là-dessus. Et puis d'autres dépendances qui étaient soulignées en début de propos sur les terres rares. C'est quelque chose qui peut être éventuellement corrigé, puisqu'on est un continent qui regorge de métaux. La France est le premier pays en ressources minières d'Europe. C'était une étude du BRGM qui l'avait montré. La difficulté étant de savoir si on veut exploiter ces métaux ou pas. Mais dans l'absolu, on a des ressources absolument considérables qui pourraient en tout cas nous permettre de pallier certaines difficultés. Donc, si je reboucle mon propos, l'autonomie énergétique, elle passera évidemment par la décarbonation, elle passera par 2 piliers renouvelables et nucléaires. Et puis avec un point à avoir en tête, c'est que je trouve que quand on parle de décarbonation, de l'objectif à 2050, etc., on ne se représente pas concrètement ce que ça signifie. Et ce que ça signifie, c'est une civilisation qui est 100% électrique. C'est-à-dire que tous nos usages, toutes les productions seront électriques. Quand on parle de l'hydrogène sera produite à partir d'électricité aussi. Et donc quand on se représente ça, quand on se représente que dans le monde entier, il faut avoir une civilisation 100% électrique, ça donne un peu le vertige, mais on se rend compte de la mesure du défi qu'on s'est fixé et dans lequel l'Union européenne a encore beaucoup de chemin à faire et puis les autres pays du monde pas mal aussi. Je m'arrêterai là, comme ça vous aurez du temps pour les échanges. Merci Cyril de cette introduction au sujet complexe de l'énergie. Donc, écoutez, je vous donne la parole. Si vous avez des questions à poser ou des remarques à faire pour compléter les différentes interventions, la parole est à vous ou à la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous ne les avez pas transmis apparemment sur... Pardon? Donc tout est clair pour vous? Oui. Oui, j'ai une question pour Madame Stultman. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Vous l'avez dit parfaitement et c'est très rare, donc bravo. D'accord, ok. Par rapport à ce que vous expliquiez en fait dans le domaine pharmaceutique sur la concentration des fournisseurs. Alors, vous avez expliqué en fait ce qui a mené à cette situation. Et je comprends aussi par rapport à l'époque où cette concentration a eu lieu, effectivement, on n'était pas encore tout à fait dans un basculement où, comment dire, les décisions politiques reprenaient le pas. Mais moi, en fait, la question que je me pose, c'est que même si je comprends le contexte, et même si je comprends aussi les raisons qui ont mené donc à cette concentration, mais j'ai du mal à comprendre en fait pourquoi, à cette époque, lorsqu'on a vu la concentration, il n'y a pas eu une réaction, même une réaction de peur, puisque même économiquement parlant, même commercialement, s'il y a une concentration de ces fournisseurs, ça, comment dire, je me dis que normalement, c'est un facteur de peur pour les dirigeants, puisque si le fournisseur décide d'augmenter les prix, on a un peu mal. Très bonne question. Est-ce qu'il y a une autre question, je crois, qui était dans la salle? Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, Aude, oui, ici. Bon, en attendant, peut-être que Aude peut commencer à répondre parce que le temps que le micro arrive. Alors, tout d'abord, une précision. Donc, l'indicateur de concentration que je vous ai présenté, il mesure la concentration des pays fournisseurs et non pas le nombre de fournisseurs qui peuvent exister au sein d'un pays. C'est-à-dire, je n'ai pas le nombre d'entreprises qui éventuellement vont produire les produits considérés. Donc, on passe à côté d'une information intra-pays sur le nombre de fournisseurs avec lequel les réseaux internationaux de production fabriquent les biens.
Mais pour autant, il y a eu beaucoup de rapports avant la crise sanitaire qui se sont alarmés de cette augmentation des pénuries pour les médicaments, notamment pour la France, un rapport du Sénat en 2018 qui soulevait toutes ces difficultés. On peut peut-être considérer que la crise sanitaire est aussi porteuse de bonnes nouvelles parce qu'elle a conduit à une prise de conscience plus forte et à la mise en place de différentes initiatives dont nous allons découvrir si elles vont se concrétiser, que ce soit en France ou au niveau européen. Mais le constat avait été très bien fait par de nombreuses autorités publiques sur ces problèmes croissants de pénurie pharmaceutique qui, encore une fois, ne sont pas seulement lié aux chaînes de valeur internationales, c'est aussi lié à des arrêts de commercialisation de la part de certaines entreprises qui ne vont plus trouver cela rentable de produire tel bien, compte tenu des niveaux de prix négociés pour les médicaments. Ça vient aussi du fait qu'il y a une mauvaise anticipation de la demande, une mauvaise gestion des stocks. Alors là, par exemple, sur les stocks, il y a des mesures qui ont été prises en France. Enfin, je m'arrête. Je crois qu'il y avait donc une question ici. Oui, en fait, c'est une question sur le textile, donc sur les vêtements. Pendant très très longtemps, l'humanité, et encore aujourd'hui dans beaucoup de pays, a vécu avec très très peu de vêtements, moins de 10 probablement pour beaucoup d'êtres humains, des vêtements très solides, très durables et qui étaient réparés. Est-ce qu'on peut imaginer que cette culture revienne ? Et comment faire pour que cette culture revienne? Je vais répondre, j'en profiterai pour faire un dégagement sur la Fashion Week, parce que je vois le mot sobriété, voilà. Et vu le contexte glamour des Fashion Week, il semble exister une relative contradiction. Écoutez, ce qu'on peut dire, on ne va pas refaire toute l'histoire de l'humanité, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il y a une augmentation des volumes qui est relativement récente en France, parce que le coefficient budgétaire est assez constant, mais depuis les années 2017-2018, et que ça a augmenté, au Royaume-Uni de manière plus rapide, donc il y a plus longtemps. Donc on est globalement dans ce mouvement. Alors on peut considérer que ça rentre dans le cadre de la société d'hyperconsommation. Je dirais qu'il faut recadrer les choses, parce que l'idée que le vêtement signifie quelque chose, c'est pas nouveau. Il suffit de se reporter à Balzac et à l'homme hiéroglyphé ou à la femme hiéroglyphée. Donc voilà. Et ensuite, ça renvoie à d'autres questions. Ça renvoie à la question du rapport à la nouveauté. Et puis, je dirais que le danger, donc par rapport à tout ça, c'est d'imaginer qu'on va rentrer de nouveau dans une économie du besoin, alors que précisément la mode et les autres industries culturelles, on est dans une économie du désir. Donc voilà. Ceci étant dit, il y a des mutations profondes qui sont en train de se faire. La seconde main, ça prend de plus en plus d'importance. C'est en train de devenir un chiffre considérable. Et puis ensuite, il y a un vrai sujet sur la notion de durabilité. Et là, vous avez absolument raison. Et là, on retombe dans un autre débat. Je veux dire, il y a des gros débats sur ça. Parce que la durabilité, un vêtement qui dure, c'est un vêtement qu'on peut même passer de génération à génération. Ça se passe pour un certain nombre de marques, potentiellement. Mais quand on commence à rentrer dans la détermination de ce que signifie de manière de traduire la durabilité, je vais vous dire dans quoi on peut déraper. On peut faire l'erreur de dire que dans la durabilité, il y a une durabilité physique et émotionnelle. La durabilité émotionnelle ne se mesurant pas, ou très difficilement, on dit qu'il y a la durabilité physique. Et la durabilité physique, on va la représenter avec le nombre de lavages, des crash tests, etc. Vous voyez bien quel type de marque la représentation que je viens de décrire peut soutenir, ou peut d'une certaine manière favoriser. Donc c'est sûr que toute l'idée de la mode jetable est une idée insupportable. C'est pour ça que dans les contradictions aujourd'hui, l'ultra-discount qui se déploie avec des volumes énormes. Alors évidemment, il y a des personnes qui n'ont pas les budgets qui permettent de s'acheter des vêtements plus chers, mais là on est dans des renouvellements et des prix des modèles qui sont fondés sur ça. Mais il y a aujourd'hui donc cette contradiction, et dans les jeunes générations, c'est considéré souvent, c'est pas accepté. Donc l'idée de la durabilité, y compris de la part de personnes qui aiment la mode et les nouveaux modèles, notamment par la seconde main, c'est pleinement accepté. Donc, et non, c'est revendiqué, j'ai envie de dire. Donc il y a des mouvements en profondeur, et ça va continuer, c'est clair, parce que l'élan, je dirais que
l'impératif écologique, il se retrouve dans les consciences. Et ça bouge beaucoup. Et chez les designers. Alors, la Fashion Week. Je vais dire 2-3 choses sur la Fashion Week. Je peux dire des choses. Bon, la première chose, il faut bien comprendre que quand une marque fait un défilé, a envie de faire un défilé, ce n'est pas le président qui décide, ni le manager, c'est le créateur ou le directeur artistique qui décide. Pourquoi ? Parce qu'on est particulièrement donc à Paris, mais c'est vrai également pour Milan. On est dans la création. On est concerné par des marques, ça s'adresse à des marques qui sont tournées vers la création que plutôt que par le consommateur. Évidemment, elle ne l'oublie pas, le consommateur. Ce n'est pas seulement un corollaire. Mais enfin, à la base, c'est l'élan créatif et la dynamique créative. Il y a du merchandising autour. Donc, c'est un acte culturel. C'est comme un musicien. Vous dites un musicien qui est dans un groupe de rock, de dire bah, vous arrêtez de faire des concerts. Et c'est pas possible. Enfin, c'est problématique en tout cas. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tu as encore 2 points à faire. Comment ? Tu as encore 2 points à faire et on est déjà presque hors limite. Bon, alors, écoutez, donc je vais encore accélérer. Premier point, c'est ça. Donc c'est une notion culturelle. Deuxième point, il y a des gros enjeux autour de la compétitivité hors prix immatérielle de soft power. Il faut bien comprendre ça entre les différentes villes. Et aujourd'hui, Paris est leader mondial. Voilà, il faut bien comprendre ce que ça signifie en termes internationaux. Et ce n'est pas neutre en termes de compétitivité hors prix globalement et aussi de culture. L'autre point aussi, c'est qu'il y a une focalisation sur les Fashion Week et des chiffres faux qui circulent parce qu'il y a des chiffres qui rapportent ça au fait que c'est comme si c'était des foires ou des salons. Ce n'est pas ça. La primauté, elle n'est pas commerciale. Elle est dans la création et dans le lien entre la création et la communication. Ce que je voudrais vous dire quand même, c'est que on a mis en place un outil depuis 3 ans qui est en phase test, qu'on va déployer dans les autres Fashion Week et qui va permettre à chaque marque de se situer non seulement en carbone, en économie circulaire, etc. Et que globalement, on est sur un petit festival. Et c'est mon ultime point, Michel, quand on fait nos calculs, on voit que on est sur des faibles chiffres globalement, y compris en carbone, mais que l'impact de la Fashion Week numérique, que nous n'avons pas ailleurs mis en place, avec le streaming, il est proche de l'impact physique. Et ça, c'est un point, évidemment, ça ne se voit pas. Je n'ai pas le temps, je ne vais pas commenter, désolé. Michel, mais gardez bien ça à l'esprit, c'est des questions à chaque fois. Je crois qu'il y avait encore une dernière question, là, courte, s'il vous plaît. Juste une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit. Enfin, je pense qu'effectivement, les créateurs ont une incroyable responsabilité aussi d'afficher un mode de vie peut-être plus soutenable, plus sobre et de le rendre désirable pour l'ensemble de la population. Le point sur lequel je voudrais poser ma question principale, c'est à propos de l'empreinte carbone de notre consommation. Donc, on sait que notre empreinte carbone, elle dépend aussi beaucoup de nos produits importés. Et ma question, c'est dans quelle mesure il est possible d'avoir une maîtrise de cette empreinte en continuant à importer des produits qui viennent de pays qui ont des systèmes énergétiques qui ne sont pas les nôtres ou qui ne font pas forcément ces efforts, etc. Et donc, ma question, c'est cette question de réindustrialisation que vous avez évoquée, européenne, mais dans quelle mesure elle est donc souhaitable, mais est-ce que vous paraît accessible aujourd'hui compte tenu des accords de libre-échange, compte tenu de notre inscription dans une économie ouverte? Est-ce que vraiment le mécanisme d'ajustement aux frontières, sa portée, est-ce qu'elle risque pas d'être limitée juste au ciment et à l'acier et pas forcément arriver à avoir des effets sur le reste de l'industrie? Alors, j'ai une question très intéressante qui m'a été transmise sur le problème de la concentration des entreprises. On est effectivement face, dans l'économie mondiale, à une très forte concentration des entreprises productrices. Et vous demandez, je ne sais pas qui exactement, quel coût ça représenterait de déconcentrer. Je pense qu'on ne pourra pas y répondre. Voilà. Alors, si Vincent veut bien maintenant. Merci. Sur l'aspect relocalisation, réindustrialisation. Alors, je pense que la question de la réindustrialisation, c'est une question très française pour le coup. Si on se place dans un cadre européen,
et pour le coup, l'ajustement carbone aux frontières se place dans un cadre européen. Alors, on est dans une situation très particulière aujourd'hui avec un déficit commercial parce qu'on a des importations énergétiques extrêmement importantes. Mais si on se replace il y a un an, on a une zone Europe qui produit plus qu'elle ne consomme. Donc, ça n'empêche pas qu'il y a une question qui se pose effectivement sur le contenu carbone de nos importations, qui est sûrement plus important que si c'était produit localement, notamment en France où il y a une électricité décarbonée. Et donc il y a des sujets qui se posent, notamment pour des secteurs qui sont très énergivores, effectivement, de ce point de vue-là. Mais au niveau européen, il me semble que cette question de la réindustrialisation, elle ne se pose pas de la même manière. Et c'était aussi ce qui était évoqué tout à l'heure. Il y a quand même une dimension dans le passage d'une énergie à une énergie électrique. Il y a une dimension de réindustrialisation, de relocalisation de la production électrique. On n'utilise plus de gaz importé, on n'utilise plus de pétrole importé, et donc on relocalise déjà une partie de la production. Donc voilà, effectivement, cet ajustement carbone aux frontières, il ne règle pas tout, mais il règle une partie de cette question. Pour les industries qui vont être les plus touchées, il règle une partie. Effectivement, ce n'est pas l'ensemble, et il y a des questions de compétitivité extérieure et tout, etc., qui sont importantes. Deux derniers petits mots, Cyril et Pascal. C'était sur l'empreinte carbone, effectivement. Le pays qui attire en ce moment les industries qui quittent la Chine, on voit Apple par exemple, c'est l'Inde. Apple s'implante en Inde, il y a beaucoup de pays, beaucoup d'entreprises qui y vont. L'Inde a annoncé, c'était pas plus tard qu'il y a une semaine, 10 jours, son ministre de l'Industrie, qu'ils allaient donc construire un quart de centrales à charbon en plus. Et ça, c'est effectivement sur l'empreinte carbone, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on n'est pas en capacité d'imposer, en tout cas de contrôler, d'imposer, et je ne suis pas sûr que le bras de fer entre Inde et Union européenne soit facile à faire, mais on est encore, le problème majeur qu'on a de toute façon au niveau mondial, c'est qu'on a encore un nombre de centrales à charbon qui se construisent, qui est absolument considérable. La Chine continue aussi sur ce modèle-là, elle en exporte, et le bras de fer, le levier doit se faire là-dessus en tout cas. Pascal, le dernier mot de cette session. Un mot sur la concentration. Je voudrais dire que la problématique, c'est une très bonne question. Elle se pose aussi dans les tout nouveaux secteurs, notamment dans l'économie de la virtualisation, et où chacun aujourd'hui se positionne, qui est d'ailleurs un impact carbone fort quand on pense à la blockchain. Et juste pour citer le cas notamment de tout ce qui gravite autour de ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui métaverse, avec les grands acteurs, le Meta qui s'est positionné, et plein d'autres, et il y avait des gros sujets d'interopérabilité. Et il y a des réponses potentielles. Il y a aussi beaucoup de jeunes entrepreneurs qui font des choses absolument formidables. Et je voudrais citer un exemple qui m'a frappé et que j'ai vu récemment, qui est celui du projet de Neil Stephenson, qui a inventé le concept de métaverse il y a 30 ans, et qui s'inquiète dans ce roman extraordinaire qui s'appelle Le Samouraï virtuel, un roman d'anticipation incroyable, et qui s'inquiétant des risques de contrôle par les grands acteurs de la tech de l'accès à la virtualisation, a lancé avec un acteur expérimenté de la tech un métaverse ouvert qui s'appelle Lamina One. Et je pense que ce type de choses va devenir très, 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 très concret dans peu d'années. Et c'est aussi une illustration de concentration et des réponses potentielles. Merci Pascal, merci à vous tous de toutes ces questions, de toutes ces interventions qui nous ont permis de voir un peu plus clair sur la